Et bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde émission sur la radio de Skytech. Émission encore un peu différente de la dernière fois puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas non un podcast, mais un podcast et un débrief de l'actualité jeux vidéo et notamment de la Paris Games Week. Parce que nous sommes allés évidemment à la Paris Games Week en tant que bon Skytech, on y est allé. Aujourd'hui on parle de Unreal Engine 5 et c'est Émilie, nouvelle membre du pôle radio, qui va avoir le plaisir d'animer cette chronique. Et ensuite, avec Aikel, on débriefera un peu la PGW, les jeux qu'on a pu tester, ce qui nous a plu, déplu, etc. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Emily qui va nous parler d'Unreal Engine 5 pardon. Et voilà. Vas-y. Merci Louis. Donc, comme vous le savez peut-être, en avril, Epic Games a enfin annoncé le lancement officiel d'Unreal Engine 5. Si vous n'êtes pas fan de gaming ou de programmation, vous soupirez peut-être déjà d'ennui, mais attendez encore un peu. UE5 va bien au-delà du jeu vidéo, et il promet de révolutionner aussi bien le cinéma que le design ou encore le marketing. À peine lancé, Unreal s'est déjà démarqué des autres moteurs de jeu par la qualité de ses graphismes. Il suffit de regarder les premiers trailers, la qualité est telle qu'ils sont facilement comparables à des films. D'un point de vue technique, ces graphismes sont permis par la technologie Lumen et Nanite. Pour Lumen, c'est assez transparent, c'est le système d'éclairage du moteur. Ici, fini les heures à paramétrer la lumière d'une scène, Lumen fonctionne comme un projecteur. La source de lumière n'a plus besoin d'être fixe, elle se déplace aussi facilement qu'un personnage. Pour Nanite, c'est plus complexe, alors pour faire très simple, c'est cette technologie qui permet d'obtenir des graphismes aussi complexes et aussi détaillés. Et avec Unreal, qualité rime avec quantité. Les graphismes sont non seulement à couper le souffle, mais Unreal Engine permet aussi aux développeurs de créer des mondes ouverts de plus en plus grands avec beaucoup plus de facilité. En bref, vous l'avez compris, c'est un véritable bijou pour le gaming. Et pour cause. C'est bien pour ça que les studios l'ont déjà adopté, et que les annonces de jeux vidéo développés grâce à Unreal Engine 5 se multiplient. Epic Games l'utilise évidemment déjà pour ses jeux phares, comme Fortnite. Crystal Dynamics a aussi récemment déclaré vouloir l'utiliser pour le développement du prochain Tomb Raider. Et dernier, mais pas des moindres, CD Projekt Red a annoncé que le développement des prochains The Witcher et Cyberpunk se ferait aussi grâce à Unreal. À voir tout de même si toutes ces innovations permettront à CD Projekt de rendre leur prochain jeu jouable. Mais la révolution ne connaît pas de frontières, et les studios de cinéma commencent aussi à utiliser Unreal pour les effets spéciaux. Avoir des graphismes qui rivalisent ceux d'un film permet certes d'avoir une nouvelle expérience gaming, mais ça permet évidemment de les intégrer directement dans la VFX. Plus de 160 films et séries l'ont déjà adopté, et Lucasfilm compte même parmi les clients d'Epic Games. Ce succès à Hollywood s'explique assez facilement. Unreal a voulu aller au-delà du gaming en proposant des services comme la captation caméra ou l'incrustation de décors en temps réel. On abandonne tous les fonds verts et on remplace tout par des écrans LED. Tous les déserts dans The Mandalorian, par exemple, ont été modélisés en 3D et diffusés sur des écrans en temps réel derrière les acteurs. Plus récemment, c'est la production de House of the Dragon d'HBO qui a utilisé cette technologie pour créer une grande partie des paysages de Westeros, et on sait déjà qu'elle sera aussi utilisée pour la production Percy Jackson, produite par Disney+. Pour favoriser ce décloisonnement, Unreal peut assez facilement se prendre en main et les équipes de VFX apprennent très rapidement à l'utiliser. Il fait aussi lentement son chemin dans les universités et les écoles françaises. L'école de l'INA impose même des cours sur l'utilisation d'Unreal, et en à peu près une semaine, les étudiants savent déjà créer des décors et développer des scènes. Mais je pense qu'on sera quand même d'accord que ce serait gâcher un tel potentiel que de ne l'utiliser que pour les jeux vidéo et pour le cinéma. Unreal est en réalité aussi un outil qui permet de mettre en scène des objets qui sont déjà modélisés, ce qui peut s'avérer particulièrement utile pour le design ou encore l'architecture. Le marché immobilier, notamment, risque d'être aussi bouleversé, du moins en partie. Epic Games a d'ailleurs bien senti le filon et a une page dédiée à tous les agents immobiliers et architectes qui souhaiteraient utiliser leur technologie. On pourra non seulement modéliser la construction d'un immeuble étape par étape, mais aussi faire des visites d'appartements plus vraies que nature. Les acheteurs auraient même la possibilité de faire des modifications à un appartement en temps réel et ainsi personnaliser leur expérience au maximum. Unreal révolutionne aussi, toujours à son échelle quand même, les logiques de marketing.
On a vu notamment Porsche et McLaren qui ont déjà fait appel à Epic pour imaginer leurs produits et les promouvoir auprès de leurs clients. Le constructeur de voitures sportives Pagani a aussi décidé d'utiliser Unreal pour permettre à tous leurs clients de customiser leur voiture. Ils peuvent ainsi la visualiser avant même de la conduire et sans qu'ils aient besoin de se l'imaginer. Encore une fois, les graphismes à la pointe du moteur font tout le travail à leur place. Pagani ne se limite évidemment pas à la customisation et propose des expériences immersives aux acheteurs. Grâce à Unreal, ils ne se contentent pas de voir le design de la voiture, mais aussi comment elle évolue dans différents décors. Alors, avec tous ces avantages et toutes ces innovations, n'importe qui pourrait s'attendre à un logiciel hors de prix, réservé aux professionnels de la tech. Pourtant, Unreal est entièrement gratuit. N'importe qui avec un Mac ou un Windows, et la bonne configuration évidemment, peut le télécharger et créer sa propre ville, voire son propre jeu. La seule condition d'Epic Games est de reverser 5% du chiffre d'affaires généré par le jeu, une fois qu'il dépasse le million. Si vous le commercialisez, évidemment. Alors, à moins que vous ne prévoyiez de devenir millionnaire récemment, pas un centime ne sortira de votre poche. Unreal Engine 5 promet un futur brillant au gaming, mais aussi bien au-delà. Cinéma, design, marketing et bien d'autres que nous n'avons pas cités, Epic Games a bien l'intention de bouleverser de nombreux domaines. Eh bien, merci beaucoup, Émilie, pour cette chronique, ma foi, fort intéressante. C'est là où on voit vraiment que le gaming, de par ses moteurs graphiques innovants, a su aller plus loin et influencer d'autres domaines. Donc, comme on a pu le voir, que ce soit l'architecture ou bien le design des voitures, et encore, bien sûr, a inspiré les créateurs de films comme Star Wars et le Mandalorian, plus exactement. Donc, c'était vraiment une chronique intéressante. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, ou si vous êtes sur YouTube, à mettre vos questions en commentaire. Nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. Après, donc, comme je vous l'ai dit, cette première chronique sur Unreal Engine 5, on va désormais parler de la Paris Games Week. Paris Games Week, donc je vais accueillir Heikel sur le plateau avec moi. On va débriefer un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a vu durant cette journée à la Paris Games Week, et nous allons être debout parce qu'on n'a pas 13 chaises. Salut tout le monde, je m'appelle Heikel, je suis responsable événementiel et communication de Skytech. Du coup, je suis super content d'être ici à la radio, c'est la première fois que je suis là en fait, parce que je n'ai jamais été là. C'est vrai, on innove. Yes, et du coup, ouais, on est allé à Paris Games Week, c'était quand? C'était la semaine dernière? La semaine dernière, exactement. Une semaine. Qui a duré une Paris Games Week qui a duré 6 jours, je crois, Ouais, après des 2 années annulées à cause ça. du Covid, bien sûr. C'est ça. Et du coup, cette année-là, c'était la Paris Games Week Restart. Du coup, parce que ouais, avec les 2 années de Covid, c'était un peu mort. Et du coup, cette année, ils ont vraiment refait les choses. Alors personnellement, pour moi, c'était la première fois que je suis allé à la Paris Games Et Week. pour moi aussi, d'ailleurs. C'était Donc, vraiment la première fois. Pour pas mal de gens de Skytech, c'est la première fois, je crois. Ouais, voilà. Donc on est parti là-bas donc le dimanche. On était avec donc moi, Louis, Pierre, Isaiah et Julien. Yes. On a pu du coup tester différents jeux pour votre plus grand plaisir. On va vous donner un peu notre avis sur les avancées et le développement de certains jeux. Donc on a pu tester Sonic Frontiers, dont je pense qu'on va un peu parler avec Heikel, puisque Ok. on va un peu plus longuement parler donc, avec Heikel, puisque c'est un grand fan de Sonic, des jeux Sonic. On a aussi pu tester Final Fantasy VII Crisis Core, qui est donc un remake de Final Fantasy VII, Street Fighter VI et Sunwalker, un jeu indépendant dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. On va commencer tout de suite du coup avec Sonic Frontiers. Alors pour vous faire simple, pour expliquer ce que c'est Sonic Frontiers, c'est un jeu vidéo d'aventure et de plateforme développé par la Sonic Team et édité par Sega. Donc il est sorti ce 8 novembre 2022 sur PC, PS4, 5, Switch, Xbox Series et Xbox One. Et il s'agit du premier jeu de la franchise qui est en monde ouvert et qui en fait vraiment, un épisode à part peut-être dans la série Sonic. Qu'est-ce que tu en penses? Quel était ton avis, pas à la Paris Games Week, mais en ce moment, puisque je sais que tu y joues pas mal. C'est ça. Du coup, moi, j'ai pas pu le tester à la Paris Games Week parce que je suis arrivé 1 heure un peu en retard. Et ensuite, il y avait trop de queue. C'était vraiment le stand où il y avait le plus de queue, je crois, avec Forspoken et FF7. C'était assez choquant, franchement, de voir autant de monde pour jouer à Sonic. Là, c'est bon, là? Ok. Et du coup, moi, là, actuellement, je suis à ma première semaine de jeu. Alors, moi, il faut savoir que je suis un gros fan de la licence et que c'est une licence qui a des hauts et des bas.
qui a beaucoup de bas, mais qui a quelques hauts. Et en tout cas, franchement, là, je suis à peu près à quoi 25 heures de jeu. Après 20 heures, 20 heures, 25 heures de jeu. avant-hier. C'est ça. Non, pas avant-hier, mais il y a quelques jours. Et franchement, c'était assez surprenant parce que le jeu sort vraiment de l'ordinaire comparé aux autres jeux de la saga. Ouais, c'est la première fois que c'est un. Alors, c'est pas un monde ouvert, c'était un open zone. C'est pas un open world, c'est un open D'accord. zone. Voilà, ils D'accord, font la différence. Et franchement, c'est assez cool parce que le jeu a franchement un bon gameplay, de bonnes manips, bonne sensation de vitesse et surtout une bonne longévité. Parce que là, ça fait. Ouais, non, c'est à peu près 30 heures à 40 heures maximum pour finir le jeu, d'après Sega. Et du coup, ouais, franchement, je peux voir ça. Et en tout cas, l'OST Sonic est toujours aussi top tier. Les boss fights sont incroyables contre les titans. Bref, je vais pas spoiler, mais c'est quelque chose, c'est quelque chose. Pour l'avoir testé, du coup, moi, la Paris Games Week, j'étais moins fan. Disons que déjà, je pensais que c'est un monde ouvert et pas un open zone, et je trouvais les zones pas forcément. Comment dire, je trouve difficile de faire un Sonic où ça doit être rapide, c'est assez linéaire en général les Sonic, sur quelque chose de monde ouvert parce que tu te perds un peu. Après, la mécanique de combat, je trouvais assez innovante puisqu'il n'y avait pas de combat avant dans Sonic, ou alors. Il y a eu quelques-uns, mais c'était pas pareil. Ouais, voilà, ça avait l'air différent. Donc peut-être qu'ils veulent plus miser sur un jeu action, aventure et s'ouvrir à un autre public sûrement. C'est pour ça que même si c'est un bel essai pour moi, ça m'a pas forcément convaincu. Je dirais pas que je l'ai acheté, c'est avec plaisir que que j'ai pu y jouer à la Paris Games Week, mais j'irai pas plus loin, je pense, dans l'expérience. Et aussi, là on parle des points positifs, mais c'est vrai qu'il y a aussi des points négatifs dans le jeu, notamment sur le problème de clipping. Le clipping qui fait assez mal aux yeux. En gros, je vous explique, c'est quand les objets du jeu, de l'environnement, ils pop au moment où le personnage avance. Donc le problème, c'est que le personnage est super rapide et que je pense que ça a été un peu compliqué de faire un monde ouvert avec un personnage rapide, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'objets qui pop et c'est assez dérangeant et assez perturbant pour l'immersion. Mais bon, ça m'a pas empêché de kiffer le jeu, quoi. Après, il y a aussi quelques. Bon, après, on aborde les problèmes, mais il y a quelques problèmes de cinématique, je trouve, notamment la cinématique d'introduction. Parce qu'il y a de la pluie sur la cinématique d'introduction, et la pluie, littéralement, l'impact, entre guillemets, sur les textures est juste blanc. Alors, je sais pas si c'est un effet caméra qui a voulu être donné en mode on espionne Sonic à son arrivée dans le monde. Je sais pas, je pense que le plus perturbant de l'expérience, c'était cette arrivée de Sonic sur une pluie et des taches blanches partout sur l'écran, à se demander si c'était pas l'écran qui avait un problème. Mais bref, passons là. Je pense il suffit de passer la première scène, on se rend quand même compte du potentiel du jeu. Mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont ouverts à un autre public et je sais pas si ce sera une réussite en tout cas. Ouais, bah en tout cas, si vous êtes intéressé par le jeu, au niveau des critiques, c'est très très divisé. Ouais, Il y a beaucoup de monde qui dit que le jeu est un des meilleurs de la série. Pour moi, c'est le cas. Et il y a aussi beaucoup de monde qui dit que c'est pas un retour en force du hérisson, quoi. Du Super Sonic. C'est ça. Donc voilà, donc vous avez maintenant notre avis. Vous pouvez bien sûr aller regarder les différents trailers de lancement de gameplay maintenant vu qu'il est sorti. Vous pourrez même peut-être l'acheter si ça vous fait plaisir, si les propos d'Eichel vous ont convaincu et les miens vous ont moins convaincu. Et donc voilà un peu pour Sonic Frontier ce qu'on a pensé. On va passer du coup maintenant à Final Fantasy VII, donc Crisis Core. Encore je vais vous le décrire un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas forcément la licence. Donc Crisis Core, c'est un jeu vidéo de type action RPG roleplay game qui a été développé et édité par Square Enix en 2007 et qui ressort aujourd'hui en 2022 sous une forme de remake. Donc il inclut notamment le remake des mouvements des personnages et de caméras améliorés, une interface optimisée, un nouveau système de menu pour les combats et une nouvelle OST fait par Takeharu Ishimoto. Donc on a pu le tester une quarantaine de minutes. Ouais, c'était 30-40 minutes. On incarnait. Qui est-ce qu'on incarnait déjà? Zack, exactement. Zack Fair, mais je vais pas spoiler l'histoire. Moi j'ai trouvé ça assez convaincant parce que je connaissais pas du tout la licence. Je trouve que c'est assez dynamique. Les combats sont satisfaisants sans être trop frustrants dans la difficulté. La gestion des items est bien faite aussi, c'est assez intuitif au niveau de la manette. Il n'y a pas forcément besoin qu'on vous explique comment le jeu fonctionne pour que vous compreniez par vous-même. Après, ça c'est peut-être mon expérience parce que
je joue beaucoup, donc forcément peut-être que ça me paraît facile pour d'autres non. Mais j'ai trouvé l'expérience assez fluide, assez sympa, le combat de boss plutôt réussi. Et ce mélange un peu, entre guillemets, tour par tour, quand il y a une attaque spéciale et action, ça me plaisait pas mal en tout cas. Et peut-être faire un petit récap sur le lore, parce que quand on dit Un petit FF7, récap sur la Crisis Core, les gens ils connaissent pas forcément. Alors en fait, donc Final Fantasy, je pense que tout le monde connaît. C'est une des plus grosses, Forcément. je pense quand même, c'est une des plus De grosses nom, de nom. licences. C'est comme Pokémon, c'est des JRPG qui sont ultra connus. Le 7, donc les Final Fantasy, par exemple, les mainline, il y en a 16 pour l'instant. Le 7 qui sort l'année prochaine. Et le 7, c'est pour l'instant le plus connu Ouais. et le plus aimé des fans. Et du coup, en fait, dans le monde de FF7, on incarne des super soldats, des mercenaires, qui, sans spoil, on va dire, se battent contre une méga corporation qui s'appelle la Shinra. Voilà. Donc c'est un peu dans un monde assez dystopique. Et, et donc Plutôt. voilà, on va pas rentrer dans les spoils, mais c'est ça à peu près le lore. C'est ça. Et donc il sortira en tout cas décembre 2022. Donc là, on a une version qui s'approche sûrement de la version finale. Sûrement quelques bugs seraient à corriger, de collision peut-être entre les ennemis, j'ai remarqué. Mais après, le jeu, franchement, est assez propre. Et je sais pas ce que tu en as pensé, toi qui as joué au remake, au niveau des mécaniques. Est-ce que c'était proche de ce que tu as déjà vu ou ça rechange encore un peu Alors, faut savoir que alors FF7, c'est un peu étrange parce que du coup, vu que c'est le jeu qui a le plus qui a le plus de spin-off, qui a le plus de jeux, enfin, c'est vraiment la série qui a le plus Oui, il change de mécanique. de je jeu. pense. C'est ça. Et en fait, donc dans Crisis Core, c'est un remake. Alors c'est un remaster. Certains disent que c'est un remake, mais en tout cas, il remaster la version qui est sortie en 2007, donc sur la PSP. Ah oui. Et du coup, on n'a pas forcément les mêmes mouvements que dans les anciens ou dans les nouveaux. J'ai pas le lore du 7. Est-ce que c'était le premier, c'était en tour par tour? C'était déjà en Dans mode le 7? action comme ouais. Alors en fait, dans le FF7 original qui est sorti en 97, c'était vraiment du tour par tour. Donc Ok, c'est mais chacun voilà, son c'est tour, ça. c'est du tour par tour avec une jauge de temps. Et ensuite, ils ont sorti quelques spin-offs et Crisis Core qui est sorti en 2007. Là, c'est là qu'ils ont commencé un peu à changer parce que c'était du action RPG. C'était Ok. à la fois du tour par tour et tu Ouais, pouvais te déplacer, tu pouvais attendre, etc. Ok. Et du coup, ils ont essayé de changer un peu les choses. Et là, avec le remake qui est sorti donc en 2020, cette fois-ci, ils sont vraiment partis en mode action RPG, c'est-à-dire un peu comme du Devil May Cry, etc. Mais Et d'ailleurs, du coup- je pense qu'ils prennent cette orientation parce que celui Ouais. auquel tu joues, j'avais l'impression en tout cas que c'était les mêmes mécaniques ou que du moins le gameplay se ressemblait et que la licence passait comme tu dis, d'un RPG vraiment au tour par tour à un RPG beaucoup plus mobile avec un petit mélange quand même, un petit lore tour par tour pour les attaques Ouais. spéciales. un peu. C'est ça. Après, je pense que vraiment, je pense que Square Enix, ils sont bien ils sont sur la bonne vibe parce que voilà, le tour par tour, c'est un peu. Alors moi personnellement, je trouve que c'est un peu outdate. Des fois, ça marche, Oui. des fois, ça marche un peu moins. Par exemple, dans les jeux Dragon Quest, Ouais, ce que j'allais dire. dans le Dragon Dragon Quest, c'est vraiment l'image l'image du jeu, c'est vraiment le tour par tour. Et là, ça marche, mais des fois, bah, on s'ennuie un peu dans les tours par tour. Du coup, c'est pour ça qu'ils optent vraiment pour les action RPG où t'es là, tu bombardes et t'as quand même des éléments de RPG. Ouais. dedans. Puis après, avec 16 épisodes, enfin bientôt 16 épisodes, c'est vrai qu'il faut pouvoir se renouveler pour justement attirer toujours d'autres joueurs ou du moins garder une base qui soit solide et qui aime le gameplay, qui veut un peu de changement. Je pensais aussi au Assassin's Creed, pardon, qui s'essoufflait un peu avec la même formule. Donc c'est peut-être le moment, et ça se voit d'ailleurs sur les derniers épisodes, de changer et d'essayer quelque chose de nouveau en tout cas, qui a l'air de marcher. Puisque moi, n'étant pas du tout fan de la licence ou n'ayant très peu joué à la licence, ça me donne beaucoup plus envie que le tour par tour auquel j'avais pu voir sur les anciens. Donc voilà. Et on va finir là-dessus du coup pour notre chronique entre guillemets Final Fantasy, notre partie Final Fantasy 7. Maintenant on va attaquer Street Fighter 6. Street Fighter 6, alors on en a eu une expérience assez rapide, je trouve, c'était plutôt court. On a eu quoi, trois combats, Ouais. une vingtaine de minutes. Donc Street Fighter, pour faire simple, c'est donc, comme j'ai dit, un jeu de combat en cours de développement qui est conçu et édité par Capcom et dont la sortie est prévue courant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Alors, j'ai joué à pas mal quand même de jeux de combat en soi, notamment Mortal Kombat, et par contre très peu Street Fighter. Très peu Street Fighter et je suis agréablement surpris. Je trouve que quand tu as appréhendé déjà quelques jeux de combat, tu retrouves un peu les mêmes mécaniques, ce qui fait que c'est pas du tout... la prise en main est assez fluide. Ce qui me gêne par contre, c'est les commandes modernes. Alors, j'imagine que les commandes modernes, c'est pour rendre le jeu beaucoup plus accessible. Donc, les commandes modernes, c'est vous avez entre guillemets, c'est-à-dire des inputs, donc une suite de touches qui est déjà préfaite. En fait, vous faites une suite de touches en une touche, entre guillemets. Et je trouve que ça casse un peu le rythme du jeu. On est sur des mouvements moins fluides. Alors, je vous conseille, si jamais
vous voulez y jouer, si jamais vous voulez découvrir le jeu, de jouer plutôt en classique. Si vous avez déjà joué à des jeux de combat, peut-être essayer moderne d'abord si vous connaissez pas du tout ce terrain. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé les animations incroyables, franchement. Comment on dit, une DA vraiment sympa. Des musiques très sympas aussi de fond, j'avais beaucoup aimé. Peut-être qu'ils auraient pu plus jouer avec le décor, je sais pas du tout si c'est le style de la licence, mais pour moi c'était une bonne expérience. Sur les 3 combats que j'ai fait, une bonne expérience. Mais, Ouais. Moi aussi, alors j'ai pas vraiment été dans la licence Street Fighter. c'est J'ai une joué, découverte, quoi. ouais, voilà, C'était j'ai la joué à découverte. quelques jeux de combat, mais j'étais jamais dans vraiment tout ce qui est Mortal Je trouve Kombat, que Street Fighter, ça se Tekken et rapproche de tout. Smash, je trouve, assez Street Fighter. Bon, après, c'est des Non, 1v1, mais oui, ça n'a rien à non, voir. je rigole, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, pour un premier essai, sur le 6, c'était assez cool. Ouais, moi je trouvais ça. J'étais très mauvais au jeu, mais Mais je me suis c'était fait assez défoncer cool. par Julien Isaiah. Mais non, franchement, c'était sympa. La DA est vraiment très très Ah ouais, belle. franchement, la DA, je la trouve incroyable. En fait, c'est vraiment un mélange entre, pas art japonais, mais un peu, et ce qu'on demande aux jeux modernes d'être C'est aujourd'hui ça. avec la 3D. C'est assez C'est. pop culture et tout. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ils sont vraiment dans tout ce qui est street et tout. Enfin, je pense qu'ils Tout ce qui est ils street. reviennent aux bases. Et parce que, alors moi, je suis pas fan de la série, mais j'ai suivi quand même le jeu depuis son annonce. Alors, je sais plus, c'était l'année dernière Ouais. ou cette année. Je- Non, c'était en mai, je crois, quelque chose comme ça. Si pré-courant 2023, en général, les annonces, ça dépend. C'est 6 mois, 1 an, et alors là, Ouais. encore plus pour certains teasers, Mm. mais. Mais en tout cas, ils l'ont bien montré cette année, surtout cet été. Et franchement, j'étais assez accroché quand même, parce que les personnages sont super bien faits, Ouais. les animations sont incroyables, le roster a l'air plutôt lourd. Ouais, puis je trouve que c'est vraiment moi ce qui m'a le plus, je pense, choqué, c'est le fait que tu puisses jouer d'une manière tout à fait fluide sans connaître le jeu. Parce que si tu Ouais. joues à Mortal Kombat, typiquement, Ouais. si tu n'es pas fluide, Non. tu spammes des coups, c'est un peu Mortal Kombat, lent. c'est très très dur. Là, Street Fighter, c'était vraiment. Je pense, je sais pas si c'est la formule, puisque j'ai jamais joué en soi aux autres Street Fighter, mais c'était vraiment une expérience assez fluide. Vous appréhendez très facilement les combats. Et bien sûr, à deux, c'est vraiment sympa. À découvrir le jeu à deux, c'était vraiment sympa en tout cas, puisqu'il n'y avait pas de. Enfin, il y avait pas de. Non, je crois pas. Pierre, il joue pas trop tout ce qui est Street Fighter. Enfin, on était tous À sur ma une connaissance. expérience assez nouvelle, donc c'était vraiment sympa. Si vous y jouez, du coup, ouais, il sortira courant 2023, donc je vous l'ai dit sur PC, PS4, PS5 et les Xbox, Xbox One et Xbox Series. Est-ce que tu voulais rajouter un truc dessus? Non, et juste peut-être pour dire une petite nouveauté aussi dans cette version dans Street Fighter 6, c'est que cette fois-ci ils ont opté aussi pour un hub world. Ah oui, c'est vrai, j'ai Parce vu que, ça. c'est pas un open world, mais c'est un hub world, c'est-à-dire tu peux créer ton propre personnage. Ouais. Puis si, en fait, il y a une sorte de mode un peu où tu te déplaces C'est dans ça. un monde pas semi-ouvert, du coup, c'est un peu zoné, comme Ouais, une c'est ça, open zone. c'est des Où tu zones. vas chercher tes combats, c'est vrai. On n'a pas pu voir ça pendant Non. la démo, on a On va juste vu montrer. les combats. Après, je pense pas que ce soit forcément. Comment dire, c'est peut-être un peu pour un peu plus fidéliser le joueur, en mode Ouais, mais impliquer plus le joueur. c'est vrai que c'est assez immersif aussi, donc Ouais, c'est c'est sympa. vrai que c'est un peu plus immersif. Après, à voir si vraiment ça. Je pense pas que ce soit une révolution pour le jeu non plus. Mais je suis d'accord que ça apporte un côté un peu immersif, un peu. On t'implique dans le jeu avec ton personnage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Yes. J'étais plus sûr que c'était sur celui-là, mais bon. Et voilà un peu pour Street Fighter 6. Alors avant de passer. Ah si, mais non, il y a une dernière dont je voulais parler, Stan Walker. Donc c'est un jeu indépendant, c'est-à-dire que c'est fait par pas un gros studio, c'est pas Ubisoft, c'est pas Capcom. C'est un studio indépendant qui a développé ce jeu. Donc c'est un jeu d'exploration au tour par tour, de type roguelike. Donc il suffit de constituer votre équipe et de traverser des événements hostiles pour planter, entre guillemets, une nouvelle graine d'un arbre, pas arbre monde non plus, on n'est pas sur arbre monde. Non bref, on va passer large là-dessus. Donc Elden Ring, bref, pour planter un arbre qui permettra en gros de construire une nouvelle civilisation. L'objectif en gros c'est vous êtes rien, au départ vous êtes rien, vous avez constitué votre équipe, vous avez exploré différentes zones. Alors comme j'ai dit c'est au tour par tour, il va falloir gérer vos personnages, vos points de vie, votre magie lors des combats, parce que c'est des combats pareil tour par tour. Et là, un tour par tour réussi je trouve. Et il va falloir, voilà, comme je vous dis, se déplacer sur une map qui est assez, pas codifiée, mais comment dire, elle est case par case, quoi. Vous faites des déplacements case par case. C'est assez sympa. Il faut aimer la 2D et le pixel art parce que c'est que 2D pixel art. Mais je trouve que les animations sont vraiment bien faites. Et je veux dire, il y a deux types de pixel art. Il y a pixel art et pixel art. Il y a un pixel art réussi où il y a des animations fluides, une DA qui est propre et le pixel art moyen, bref, on n'en parlera pas.
Et donc c'est un jeu, comme je l'ai dit, d'exploration qui est hyper satisfaisant, facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà joué à des jeux type roguelike ou tour par tour avant, puisque tout vous est expliqué dans le petit tutoriel. Il est assez accessible et je pense qu'il est d'un intérêt certain. Alors, à voir après, parce que là j'ai eu une version qui n'est pas la version finale, qui n'est même pas, je crois, encore la bêta, mais pourtant qui était très réussie. J'ai pas pu voir de bugs. Après, difficile de voir des bugs sur du pixel art, en tout cas au niveau des animations. Mais c'était un jeu ouais, assez satisfaisant à regarder, qui implique aussi le joueur, implique surtout pour la construction de son équipe, à être investi, à connaître chaque propriété, savoir comment les utiliser. Et comme je vous dis, la gestion d'inventaire et notamment de nourriture fait que le jeu ça apporte un petit plus qui vous implique et qui est vraiment très sympa. Alors je crois qu'il sortira que sur PC. Non, il n'y a pas marqué, donc je crois que je vais pas m'avancer, donc je pense qu'il sort que sur PC. Et en format indépendant, il n'y a pas encore de date de sortie, mais en tout cas on vous tiendra au courant si jamais il sort, parce qu'on en a parlé désormais. Et si petite dernière info, puisqu'on a quand même essayé de participer à un tournoi Smash, je pense qu'on est obligé de parler de ça, puisque la SCUP arrive ce jeudi, les qualifications de la SCUP, donc du tournoi Smash organisé par Skytech, arrivent jeudi, les qualifications comme je disais. Et la CZEC, bien sûr, on est inscrit aussi à Smash. Et que dire à Equal de ce tournoi, PGW. Ouais, Paris Games Week, ouais, c'était pas ouf, quoi. C'était rapide. On a montré du meilleur niveau. Après, voilà, Paris Games Week, bon, c'était cool, on a tous participé, on a attendu 1h30 pour se faire poutrer, mais C'est vrai que on a patienté, franchement, on avait de l'espoir. On y est allé, je pense, les 2 premiers rangs, on avait de l'espoir. Plus on arrivait, moins on avait d'espoir, par contre. Quand on a vu Pierre perdre, on s'est démoralisé, il faut le dire. Pierre qui s'est battu avec sa plante contre un jouet Donkey Kong, qui était... Son personnage favori, finalement. C'est ça, c'était un mec en plus qui était en cosplay Luigi. Ah oui, c'est vrai. C'était assez drôle. C'était terrible. Donc, ouais, C'était très serré aussi, mais ouais, malheureusement. Donc on n'a pas passé le premier tour, sauf Julien et Isaiah qui ont passé premier et même second tour, puisqu'au second tour ils se sont affrontés. C'est Isaiah qui a passé le second tour et qui s'est retrouvé en fait en finale de poule face à un adversaire Qui m'a battu. un peu plus fort qu'Isaiah, Qui était voilà, très, qui très était, qui était plutôt bon. Qui joue un très bon pit maléfique, c'est sûr. Du coup, on n'est pas allé très loin, mais en tout cas, c'était très bonne ambiance. En tout cas, les stands étaient vraiment bien. Et pour parler du coup de la PGW, parce que nous, on l'a pas connu avant, j'ai trouvé cette année, même si on nous a dit que ça allait pas forcément être réussi, qu'il n'y avait pas trop de stands, qu'on a vu de bonnes choses, sans peut-être pour autant voir quelque chose d'exceptionnel en voyant les conférences, mais on a vu de bonnes choses, en tout cas au niveau des stands, des jeux proposés, des activités proposées. Il y avait même une scène où vous pouviez voir donc l'équipe Vitality jouer à League of Legends face à d'autres équipes. Je crois qu'il y avait une finale d'un vrai tournoi, enfin d'un vrai tournoi entre guillemets. Non, si, d'un vrai tournoi, pardon, qu'est-ce que je dis? C'était un vrai tournoi, Mm. je suis allé voir, c'était vraiment un vrai tournoi français. Et c'est une ambiance vraiment sympa. Enfin, moi, pour ma première expérience entre guillemets de PGW, j'ai vraiment aimé quoi. Enfin, je m'attendais vraiment à pire au vu des critiques Mm. quoi. Ouais, non, franchement. Alors cette année, on est aussi allé à la Japan Expo. C'était Ah, ça. c'était avec Pierre, Katia et Clément. Je trouvais que c'était du coup assez similaire en termes de restart, parce que Japan Expo aussi, c'était restart aussi. c'était pas restart, mais c'était annulé Ouais, pendant d'accord. 2 ans, et du coup, c'était un peu Le renouveau c'est de ça, le renouveau. Et c'était assez similaire en vrai. Je trouvais que les 2 événements étaient super bien organisés. Et là, du coup, pour la Paris Games Week, bah ouais, j'étais aussi assez surpris parce qu'il y a eu beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à voir, pas mal d'événements, enfin vraiment pour tous les goûts, Ouais, soit de la cuisine, au cosplay, aux jeux vidéo, au sport. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. c'est vrai. Et non, franchement, c'était une belle édition et c'était une belle journée. Ici, on n'a pas parlé qu'on a aussi essayé Ghostbuster, le jeu Ghostbuster. Bon, Ouais. on va pas se mentir, on n'a rien compris au jeu. En fait, C'était pas incroyable. Non, le bon, on savait pas problème, jouer. c'est que c'est un jeu qui se joue en équipe où il faut vraiment communiquer et les micros ne marchaient pas. On avait des micros sur nos casques, on s'est tous dit, ouais, on va pouvoir communiquer. Nada. On n'a pas communiqué, rien. On était juste à côté, on se regardait dans les yeux Ouais, on comme s'est ça. regardé en mode, bah, il est ouf. Où est le monstre? C'était un jeu tout simple où il fallait, enfin tout simple entre guillemets, où il fallait, vous êtes une équipe de 4 donc chasseurs de monstres, vous avez différents outils à votre disposition, un grappin, un piège et je sais même pas comment ça s'appelle, une arme pour aspirer le monstre ou pour détruire le monstre. Ceux qui ont la référence connaîtront le nom exact. Mm. Et on n'a pas tout compris. En fait, on a chassé du vide pendant, on va dire, 10 minutes, avant de se rendre compte qu'il y avait un monstre pendant 5 minutes. Et voilà, ça s'est terminé. Genre, le monstre a gagné, on l'a pas vu de la partie. Bon, on n'a pas eu de chance, c'était celui qui tenait le stand qui jouait contre nous, donc forcément, forcément, on n'a rien compris. On s'est fait claquer. C'était compliqué. Enfin voilà pour le débrief PGW. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat ni pour Unreal Engine ni pour PGW. Donc on va pouvoir terminer cette seconde émission
En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi voilà, cette seconde émission. Si toujours vous avez des questions, que vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous pouvez nous... Non, j'ai pas de questions. Vous pouvez, vous pouvez bien sûr poser vos questions donc, dans les commentaires. On essaiera d'y répondre au plus vite. Et encore merci pour cette seconde émission. Merci bien. Petit teaser juste avant. N'oubliez pas que jeudi, on a les qualifications de la SCUP, très important. Et le 1er décembre, la finale de la SCUP en Amphi 1, où il faudra être présent pour supporter notre équipe Schema, puisqu'on représente l'école, pas forcément que Skytech, on représente vraiment Schema, face à HEC, Audencia et l'ESSEC. Donc on compte sur vous pour être là. C'est ça. Ça va être un gros événement. Un de nos événements les plus ambitieux avec l'année dernière le VR Day. Peut-être qu'on doit rappeler le cash prize aussi. Ouais, on va faire un petit recap de l'event. Allez, fais un petit- Du coup, ouais, c'est ça. Les qualifs, c'est jeudi. Il reste que quelques places, donc c'est maximum 16 personnes. Donc les participants vont s'affronter sur le jeu Super Smash Bros. Donc pour sa première édition, la SCUP, ce sera uniquement sur un seul jeu, donc Super Smash Bros. Cette année. L'année prochaine, bien sûr, ça changera. Mais du coup, voilà, cette année, on se fixe sur ce jeu-là. Du coup, les qualifs jeudi, il y aura 2 vainqueurs, donc il y aura 2 poules et 2 gagnants, donc un par poule. Et du coup, ce qui fait que ces 2 personnes-là, elles vont pouvoir concourir lors des grandes finales le 1er décembre contre aussi les autres joueurs d'autres écoles. Donc c'est ça, on a HEC, on a ESSEC et on a Audencia qui viennent. Les finales, elles vont se passer sur le campus parisien. Voilà, vous venez chez nous. Il y aura pas mal d'activités, il y aura des déjeuners intersassos, des activités annexes, des animations publiques, des activités qu'on est en train de monter avec d'autres assos. Et bien sûr, le tournoi. Le tournoi qui sera casté par un invité très spécial. On n'en dit pas plus. Ça sortira dans la com. C'est ça, exactement. Et voilà, la journée se déroulera comme ça. Ensuite, on aura bien sûr la remise des prix, suivi d'un petit after à la cafétéria. Donc, c'est une journée très, très chargée. Et vraiment, on attend vraiment que... Votre présence. C'est ça, on attend votre présence, que vous soyez des participants, des supporters, vous voulez juste venir. Parce que je sais que j'ai déjà eu des messages, même de personnes qui étaient sur d'autres campus de Schema, qui me disent... On va venir à la finale, on a envie d'assister à ça. Les gens peuvent encore s'inscrire d'ailleurs. Je sais pas s'il reste des places pour jeudi. Pour jeudi, il reste que quelques places. Okay. Pas beaucoup. Par contre, faites vite, si vous êtes amateur de Smash. C'est ça, vraiment. Vous avez toutes vos chances, ou presque. Il y a des bons joueurs. Donc voilà, faut être chaud. Mais si vous voulez vous amuser, franchement, n'hésitez pas à venir jeudi. Ce sera à partir de 14h au studio. Et puis voilà, et puis le cash prize pour les récompenses, on va avoir des récompenses donc à hauteur de 700 €. Et donc, sans spoiler les deux dernières récompenses, par contre, la première récompense, le gagnant de la SCUP remportera à la fois la coupe et une très belle Xbox Series X. Acheter à la PGW. Acheter à la PGW. Il y a un lore derrière cette Xbox. C'est ça, il y a un lore. Donc voilà pour vous. On vous remercie encore une fois d'avoir assisté à cette émission et on vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une émission un peu plus spéciale qui est l'émission montage PC qu'on est censé le recevoir demain. Donc on va vous faire un petit entre guillemets émission tuto qui sera encore rediffusée sur YouTube et qui on l'espère vous intéressera en tout cas. C'est tout pour nous, merci à vous et à la prochaine.